Je pense que la richesse et aussi les contradictions et aussi l'ambivalence, pas seulement du terrain, mais aussi de mes passions personnelles et des contradictions que j'ai vécues énormément sur le terrain, et m'ont amené à développer un concept à lequel je tiens beaucoup. Parce que quand les gens se demandent comment elle doit être l'ethnographie, et on a parlé déjà de l'empathie, et comment les gens travaillent beaucoup sur cette idée de l'empathie, et que moi je suis contre l'empathie dans l'ethnographie, c'est que j'ai essayé de développer une notion que j'appelais l'ethnographie, la désorientation en ethnographie ou l'ethnographie désorientée. Et qu'est-ce que je voulais dire pour ethnographie désorientée? C'est vraiment, j'ai utilisé le mot désorientation qui est un peu un mot physique, qu'il y a un côté aussi psychophysique. C'est que quand tu te trouves sur un terrain de violence et de guerre, mais il n'y a pas seulement la violence de guerre. J'ai jamais vu, comme certaines fois, ces théâtres, pas les théâtres, les champs de bataille, quand les gens sont blessés, mais la vie dans les villes aussi ravagées par la guerre continue. Et les soirées pleines, je n'ose pas à dire un spectacle permanent d'érotisme. La vie, vouloir aller toujours à fêter avec les autres dans les boîtes, boire. Comment dire, évidemment, si on est psychanalyste, on connaît très bien que la pulsion de vie et la pulsion de mort sont, c'est une énergie liée d'une façon, je peux dire une chose très, très superficielle, mais vivre cette contradiction permanente entre la souffrance de l'une et la jouissance des autres. Pas comme effet pervers l'une contre l'autre, mais comme un monde parallèle qui vivent d'une expérience limite, d'une expérience aussi limite dans le point de vue psychologique. Alors, pourquoi j'ai utilisé ces mots d'ethnographie désorientée? Parce que j'ai dit dans mon travail des terrains et d'écriture, après, je dois arriver à montrer cette contradiction. Et la seule façon dans laquelle l'anthropologue peut s'imaginer être dans une désorientation perpétuelle. Et dans une quête perpétuelle, pas qu'elle doit devenir encore une fois un peu, comment on peut dire, salvatrice, mais il doit être quelque chose qui nous fait comprendre que notre travail de recherche est aussi très ambigu dans les points de vue, comment on peut dire, des limites. Et on ne peut pas faire de la politically correctness. On ne peut pas encore. Il faut accepter que dans la désorientation, tu ne connais pas tes limites et les limites des autres. Et si tu vives avec cette expérience, tu peux faire un bon travail de recherche. Mais il ne doit pas jamais avoir une attitude consolatrice. Et parfois, d'oublier une partie et imaginer l'autre partie, qui peut être la souffrance, ou peut être d'autres parties, il nous fait perdre, comme on peut dire, la contradiction du terrain. Le terrain est contradictoire. Imaginez-vous si le terrain est encore doublement contradictoire quand nous trouvons dans des expériences d'une violence d'une partie et le désir de survie de l'autre. Et donc, qu'est-ce que signifie cette survie? Alors, comment la décrire? Comment vivre cette impasse permanente? Et jamais doit être alors qui je suis, comment je me pose. Il faut faire très attention à l'anthropologie réflexive. Je suis contre une anthropologie réflexive. Mais je suis pour une désorientation du chercheur qui thématise, pas en disant moi, mais en montrant comment un terrain
qui est contradictoire. Il faut l'accepter. Il faut se poser comme... il faut entrer dans cette monde contradictoire où je pourrais vraiment affirmer qu'il y avait, comme on peut dire, parfois vraiment dans ce monde des différents gens qui composaient la communauté internationale, il y avait aussi vraiment cette jouissance, l'excès. Qu'est-ce que c'est travailler avec les excès psychologiques, l'excès des événements. Et là, j'ai utilisé ce mot désorientation. Mais ce n'est pas seulement, je dirais, une catégorie particulière que j'ai trouvée. Mon terrain de recherche m'a mené à beaucoup de catégories sur lesquelles on pourrait penser, travailler, trouver une façon de critiquer, mais c'est bizarre comment on peut dire, cette expérience limite m'a amené à trouver des catégories clés. Alors, une des catégories clés était, comme j'ai dit, l'ethnographie de la désorientation. Après, c'était les souverainetés migrantes. Donc, c'est vraiment imaginer la communauté internationale qui se superpose sur un terrain. J'ai appelé les supracolonialisme, supra, pas parce qu'il est plus fort de l'autre, non, parce qu'il arrive, j'ai presque une vision spatiale, Foucaultienne, vraiment, comment dire, une prise de pouvoir d'un territoire. On arrive avec les avions, on se superpose avec l'aéroport, on descend, on prend, comment dire, on urbanise d'une façon différente. Et tout ça, donc ça, c'est pour moi le supracolonialisme. Vraiment une mouvance de la communauté internationale qui arrive sur un terrain qui doit, comment dire, gérer la gestion humanitaire. Puis il y a eu encore une idée de la transition permanente. Dans ces territoires où il y a une présence très forte de la communauté internationale et en termes UNDP, United Nations Development Programme, donc un discours économique, jusqu'au discours plus de l'humanitaire classique, vous avez quand même une façon, selon moi, de gérer les territoires et les geler, les congeler dans les problématiques. Donc, je dirais plutôt qu'un passage, je dirais, dans le point de vue de la temporalité, un passage, disons, accéléré, vous avez une changement très lent de ce que peut être la vie d'une population. Donc, la transition permanente signifie qu'après 10 ans, après 15 ans, on continue à parler de ces territoires comme des territoires en transition. Et la transition permanente, pour moi, c'était une autre critique de cette Empire Light. Empire Light, c'est la meilleure, l'empire à empreinte légère qui je dirais, Ignatieff légitime et considère que c'est quelque chose de très important et que moi je critique énormément. Donc, transition permanente et après, industrie de l'humanitaire. Je sais que ça a fait vraiment devenir très, très enragé certaines personnes, mais je l'ai regardé comme une industrie. Les relevés des fonds, comment faire on peut dire, vous avez souvent des gens qui se transforment en vedettes pour avoir de l'argent. Vous avez les grands acteurs d'Hollywood pour avoir de l'argent. Et cet argent qui parfois est un argent, sont des sommes énormes, gérées par des organismes et parfois sont gérées d'une façon, qu'on peut dire, je ne vais pas critiquer tout le monde, je ne vais pas dire que tout le monde gère cet argent, mais c'est très intéressant quand même qu'on utilise des formules qui sont très liées à l'idée du marché néolibéral pour soutenir qu'on peut dire, l'humanitaire. On fait des grands concerts pour les fundraisers. Moi, j'ai vu aussi
un grand anthropologue comme Paul Farmer arriver ici à Montréal et d'être impliqué dans toute une série d'activités qu'on pourrait dire mondaines pour lui qui est un anthropologue très sophistiqué, qui a écrit des choses très belles, mais comme on dire, il était devenu après cet article très fameux sur le New Yorker et après qu'il avait eu beaucoup d'argent dans certaines fondations privées et pour justement des causes humanitaires aussi très intéressantes, mais après il avait besoin aussi d'être un peu vedette, de se faire photographier avec les secrétaires d'État américains, donc avoir tout, comment dire, toutes ces démarches que je l'appelle du marché néolibéral. Je ne sais pas dire, mais il faut le dire, il faut le souligner. Okay? Donc c'est ça. Et puis alors encore une autre catégorie à laquelle j'ai pensé, c'est vraiment les entrepreneurs moraux. Ça, c'est les mots que j'ai utilisés pour mon article dans l'anthropologie et société, les entrepreneurs moraux. Donc il y a cette vision morale et cette idée de l'entrepreneur. Il faut aussi, c'est pas une critique destructive, c'est qu'il faut comprendre que tous ces personnages, que quand Kouchner, il prend les riz, il montre qu'il va aider cet enfant qui est en train de mourir, l'autre qu'il te montre, comment dire, la souffrance et que l'Afghanistan devient seulement un hôpital pour donner les jambes à les gens qui ont perdu les jambes sous les mines et sous les bombes, et la décontextualisation complète, hein, en disant la neutralité s'est déplacée sur l'humanitaire. Moi, j'aide les corps souffrants et donc je ne veux rien savoir. Qui est là, qui n'est pas là. Donc. Mais toute cette politique de la neutralité de l'humanitaire a fait des ravages politiques à l'intérieur. Parfois, les humanitaires étaient aussi manipulés. Et un personnage que j'aime et j'admire beaucoup est Ronnie Brauman. Et Ronnie Brauman, à un certain moment, vrai humanitaire des Médecins sans frontières, a quand même dit, attention, il y a quelque chose dans l'humanitaire en guerre, dans l'humanitaire où il y a la guerre pendant l'humanitaire, qui nous échappe, et nous a échappé. Donc lui était capable, après 10 ans de mon premier petit article de multitude à laquelle je tiens énormément, mais il dit, oui, en effet, ce n'est pas le même humanitaire des catastrophes naturelles, ou de la famine, ou de l'épidémie. L'humanitaire dans les guerres, il faut nous faire attention pour ne pas faire des dégâts politiques. Donc, il dit ça. Mais la chose qui est très intéressante et qui me commence à passionner sur un autre créneau du terrain, c'est qu'aujourd'hui, disons, moi j'ai publié cet livre qui après sera publié en français et en italien, et j'ai pris la décision de les publier en albanais d'abord. Et ça, c'était une décision qui, comme je dis, peut-être que pour ma carrière, pour la diffusion du livre, n'était pas importante, mais pour moi, c'était très important que les Albanais savaient accepter, critiquer, on présentait, on travaillait ensemble sur ce qu'était mon travail. Alors ça s'appelle Souveraineté migrante, et après Bombe et Médecine dans l'Albanie. Donc c'est fait par un éditeur qui était après une des figures clés, mais beaucoup de mes informateurs qui sont dans ce livre, qui sont dans les autres articles, chapitres publiés, aujourd'hui, et ça c'est très intéressant, ont pris une place très importante au niveau institutionnel et au niveau du gouvernement. Donc, les premiers ministres actuels, c'est ce que je peux dire, une des plus chères amies en Albanie. Et comme il dit, c'est moi qui un jour, je lui dis, tu dois devenir politicien, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il était un grand maire de Tirana, il a fait des choses très intéressantes, mais il était toujours contre.
Il venait d'un mouvement presque anarchiste, était un artiste, et là, il s'est transformé en un grand leader politique et il a gagné les élections il y a 2 ans. La même chose, ce qu'étaient les ministres del welfare. Actuellement, il est devenu le maire de Tirana. Mais il était dans ces nouvelles groupes très jeunes des ministres et des premiers ministres en Albanie. C'était un garçon que j'ai rencontré parce qu'il avait fondé un mouvement qui s'appelait MIAFT et qui signifiait « ça suffit » contre les politiciens, contre les partis au pouvoir. Et donc c'était, comment dire, tous les antagonistes. Bien, tous les antagonistes aujourd'hui sont au pouvoir en Albanie. Et mon travail de recherche est voir comment ces personnages qui étaient anti-institutionnels contre la communauté internationale, très critiques, ont besoin de s'institutionnaliser. Comment il amène, au-delà, comment dire, du pouvoir ou du narcissisme personnel, comment il intègre cette expérience antagoniste dans la nouvelle expérience de la vie politique actuelle. Et ça, c'est une chose sur laquelle je suis en train de travailler et qui est une autre forme. Alors, qu'est-ce que sont devenues ces sociétés après 15 ans de transition permanente? Alors, il y a vraiment un changement. Alors, moi, je me suis trompée en déclarant que la présence de la communauté internationale était seulement négative et on formait une nouvelle classe de politiciens. On va voir. Je ne donne pas une réponse, je suis en plein terrain de recherche, mais je pense que c'est une problématique très intéressante. Comment une classe politique locale, autochtone, après cette vague permanente des 15 ans de présence de la communauté internationale à tous les niveaux, entre, disons, sous les tableaux, disons, d'une politique internationale, d'une politique européenne. Alors ça c'est mon créneau. Donc j'abandonne l'humanitaire aussi parce que la critique à l'humanitaire aujourd'hui est devenue banale. Tout le monde critique l'humanitaire. Ou je devrais le défendre ou chercher un créneau différent. Et cette idée de voir comment cette nouvelle élite politique se forme, voilà, ça c'est mon idée.